Merci Robert de ce mot, de cet accueil. Merci de tes sages conseils, je ne les oublierai pas. Et tu sais que je prends toujours le miel de tout ce que tu dis. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore en février, nous sommes en octobre. Et j'ai un peu de mal à me retirer alors que je ne me suis pas encore présenté. Mais je veux d'abord, après mon cher ami Robert, vous remercier tous. Vous remercier tous de m'accueillir une fois encore chez vous, à Béziers. Car je vais vous faire une confidence, j'aime venir à Béziers. Votre ville est si belle et je dirais, elle est plus que belle. Elle est émouvante. Elle a le charme mélancolique des splendeurs du passé. Vous m'accueillez chaque fois avec une chaleur et un enthousiasme qui ne se démentent jamais. Alors oui, merci à vous, les Biterrois. J'ai un souvenir ému que je raconte d'ailleurs dans mon livre. Robert disait que je suis quand même là pour parler de mon livre, donc j'en parle. Et je raconte dans mon livre ma venue pour le suicide français en 2014. J'avais promis à Robert qu'il serait le premier et j'ai tenu ma parole. Et je me souviens de l'enthousiasme indescriptible que j'ai rencontré dans les rues de Béziers. Un enthousiasme inoubliable et un enthousiasme qui vraiment m'a fait chaud au cœur. Depuis, je vous avoue, étant un peu superstitieux comme tous les pieds noirs, que Béziers est un peu mon porte-bonheur. C'est donc un réel plaisir pour moi d'être ici. Ce soir, et je ne m'étais pas concerté avec Robert, je suis venu vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui du combat des idées. Je suis venu vous livrer ma conception de la politique. Je me souviens, Robert, de ton discours de la Convention de la droite il y a 2 ans. Un discours fort, percutant, auquel, malheureusement, je n'avais pas pu répondre car tu parlais après moi. Depuis lors, j'entends dire par d'autres que toi, dans les médias, que le combat politique et le combat des idées seraient 2 choses distinctes. J'entends ici et là, Zemmour, il confond la politique avec le combat des idées. Je vais vous faire une confidence comme ils ont raison. Dans l'esprit de ces gens, il y aurait d'un côté le combat électoral, fait de compromis et parfois de compromissions, et de l'autre côté le combat intellectuel, dans les livres, sur les plateaux télé, un combat un peu parisien, hors sol et éthéré. Mais pensez ceci, dire cela, dire que le combat politique, ce n'est pas le combat des idées, c'est avouer que pour eux, la politique n'est que le combat pour des places. C'est mépriser les électeurs. C'est mépriser les électeurs. C'est considérer la politique, au pire, pour une simple lutte pour le pouvoir, et au mieux, un concours entre gestionnaires. C'est surtout ne pas comprendre la plus grande réussite de la gauche. Même quand elle perd les élections, ces idées continuent d'influencer la politique de l'État. Je lisais il y a quelques jours un article dans le Figaro de M. Jacques Julliard qui expliquait que sur 60 ans de Ve République, nous avions connu 40 ans de pouvoir à la droite et 20 ans de pouvoir à la gauche. Et, disait-il, c'est simple, la droite a le pouvoir politique et la gauche a le pouvoir culturel. Il oubliait une toute petite chose. Quand la gauche est au pouvoir, elle applique ses idées. Et quand la droite est au pouvoir, elle applique les idées de la gauche parce qu'elle est complètement endoctrinée par le pouvoir culturel de la gauche. Car la gauche, elle, n'a jamais cessé de combattre sur le terrain des idées. Ce combat que la droite refuse de mener. Ce combat que la droite dédaigne, même quand elle est au pouvoir. Je dirais même, surtout quand elle est au pouvoir. Et c'est l'enjeu
de mon discours d'aujourd'hui, je veux vous rappeler que le combat intellectuel est crucial. D'abord, pour remporter les élections, mais encore plus une fois au pouvoir. Le combat culturel, nous devons le mener en étant capables de puiser dans nos auteurs, nos références, nos grilles d'analyse du monde, pour proposer un destin à la société française dans le siècle qui vient. Et en accédant au pouvoir, nous pourrons enfin mettre nos convictions en pratique. C'est ce que les électeurs attendent depuis un demi-siècle. Car les Français ont compris que les errements, les trahisons de leurs responsables politiques provenaient d'abord de l'absence de convictions profondes chez eux. Dans toutes les enquêtes d'opinion, Robert, tu l'as dit, sur tous les sujets, la France n'a jamais été aussi à droite, alors que la droite française, elle, n'a jamais été aussi à gauche. La faute à une génération de cadres politiques sans racines intellectuelles qui se sont couchés comme des roseaux au premier souffle médiatique du politiquement correct. Pourtant, la culture générale, c'est l'école du commandement, aimait à dire le général de Gaulle. Mais en acceptant de n'être que de respectables gestionnaires sans fond intellectuel, les politiques se sont condamnés à décevoir leurs électeurs et à trahir leurs promesses. La politique, c'est faire, m'a répondu un jour cette chère Madame Pécresse. Quel aveu de faiblesse. La politique, réduite à la conduite des responsabilités, comme ils disent, sans idée, sans vision du monde, sans idéologie, c'est sans doute suffisant quand on vise le poste de Premier ministre de M. Emmanuel Macron. Mais la France vaut mieux que ça. Sans conviction, les politiques ne peuvent plus convaincre les électeurs et les Français. Et sans colonne vertébrale idéologique, ils ne peuvent pas résister au chantage moral de la gauche quand ils sont au pouvoir. Les politiques, soi-disant professionnels, j'en entends là-dessus, les politiques soi-disant professionnels ne comprennent pas une chose fondamentale. La guerre des idées ne se limite pas à une campagne de séduction une fois tous les 5 ans. Car les plus malins d'entre eux ont compris que les Français étaient un peuple littéraire, un peuple politique. Ils agitent donc de grandes idées pendant la campagne électorale et puis ils rangent soigneusement leur drapeau une fois arrivés à l'Élysée. En votant pour eux, nous pensons qu'ils vont se mettre en marche. Ils jugent, eux, qu'ils sont arrivés. Nous pensons que leur élection marque le début d'une politique. Elle marque en vérité le couronnement d'une carrière. C'est l'erreur que nous ne devons plus commettre. Une fois au pouvoir, un nouveau combat nous attend. Universités, médias, écoles, culture. Depuis l'après-guerre, la gauche a systématiquement profité de ses succès électoraux pour placer ses hommes, implanter ses idées et pourchasser ses adversaires. Bravo. Il est temps pour nous de jouer avec les mêmes règles. Défendons nos convictions pour remporter le pouvoir et utilisons le pouvoir pour défendre nos idées. La première bataille, évidemment, est celle de l'école. Notre école s'est effondrée. L'extrême gauche l'a noyautée depuis 50 ans, introduisant naguère le logiciel marxiste dans toutes les têtes et désormais l'idéologie antiraciste, LGBT et islamo-gauchiste. Ça suffit. À l'école, il faut réinstaurer la méritocratie républicaine face à la catastrophe égalitariste de la gauche. Il faut donc mettre fin au collège unique et rétablir des classes de niveau pour que les bons élèves puissent continuer d'apprendre et que les plus faibles soient mieux aiguillés. Il faut lutter contre le catéchisme écologiste et antiraciste des manuels scolaires.
Il faut refaire de l'école française un temple du savoir, où le professeur retrouve son autorité sur ses élèves. Il faut rétablir une sélection stricte des enseignants avec des concours plus exigeants et mettre fin au pédagogisme. Il faut refaire de l'école une machine à fabriquer des Français assimilés, avec une parfaite maîtrise de la langue et une histoire de France recentrée sur sa chronologie et ses couleurs les plus glorieuses. Il faut faire respecter la laïcité à l'école et endiguer l'islamisation de notre jeunesse. L'université, encore un autre champ de bataille. À l'université, il faut lutter contre les idéologies décoloniales et LGBT venues des campus gauchistes américains. Il faut refaire de l'enseignement supérieur français une voie d'excellence pour la réussite professionnelle. Il faut donc d'abord que le baccalauréat redevienne le baccalauréat. Il faut interdire le massacre de notre langue française par l'écriture inclusive. Il paraît que M. Blanquer l'a interdite, personne ne s'en est aperçu. Après l'école et l'université, le troisième pilier est celui de la culture. Il faut cesser d'engraisser la caste des artistocrates, comme disait Philippe Muret, pour rediriger l'essentiel des fonds publics vers la protection et la valorisation de notre patrimoine historique et religieux. J'ai décrit dans Le Suicide français, et je continue dans mon dernier livre, la manière avec laquelle les chanteurs, les cinéastes, les acteurs endoctrinaient toute une population. Comment ils changeaient notre façon de voir les choses, de voir la famille, de voir la patrie, de voir la relation entre les hommes et les femmes, et même de voir ce qu'était un homme et ce qu'était une femme. Dans mon enfance, c'est tout l'art qui concourait à faire des Français, jusqu'aux feuilletons, jusqu'aux films, jusqu'aux chansons. Le service public culturel à la télévision, même tenu par des communistes, nous rendait tous fiers d'être Français. Que dire de celui d'aujourd'hui? Le service public français, à la télévision, à la radio, est désormais une machine de propagande inouïe au service d'une idéologie qui déteste la France et les Français. Ces gens-là, payés avec vos impôts, vous crachent dessus en permanence. Ils crachent sur l'histoire de France. Ils crachent sur la culture française qu'ils veulent voir disparaître. Ils crachent sur le peuple français qu'ils veulent aussi voir disparaître. Nous devons en vérité supprimer la redevance. Ces gens-là ne méritent pas votre argent. Non, le combat des idées n'est pas un loisir d'intellectuels déconnectés. C'est la condition sine qua non qu'une fois au pouvoir, nous ne trahirons pas nos convictions. Ignorer cette réalité, c'est se condamner à connaître de prochaines désillusions. Il faut donc nous armer intellectuellement pour réaliser ce beau projet et résister à la pression nihiliste de la gauche. Quelles sont nos armes? Car nous en avons. Nous savons, nous, que le bien et le mal sont consubstantiels à l'homme. Chaque société, chaque peuple a patiemment mis en place des traditions, des habitudes, des symboles et des tabous pour endiguer les mauvaises passions humaines et sublimer les meilleures. Si la gauche est révolutionnaire par espoir, la droite
et conservatrice par sagesse. Nous, contrairement à la gauche, nous avons l'humilité d'accepter le monde que nos anciens nous ont légué et choisir de le sublimer plutôt que de vouloir à tout prix le transformer, plutôt que de vouloir à tout prix le détruire. Un grand Anglais, Chesterton, disait « La droite est plus démocrate que la gauche, car elle ne tient pas seulement compte des voix des vivants, mais elle tient compte aussi de celles des morts. » Alors, arrêtons-nous un instant. 1500 ans d'histoire nous contemplent. Nous avons hérité de l'une des plus vieilles nations du monde, celle qui a réussi à atteindre des sommets de raffinement tout en remportant un nombre inégalé de victoires militaires. Pour cela, pour cela, la France est admirée, enviée, jalousée. Être français est un privilège. Soyons-en fiers. Assumons notre grandeur pour rendre à la France la place qu'elle mérite dans le monde. C'est notre devoir, et par-dessus tout, c'est le plus beau cadeau que nous pourrons faire à nos enfants et à nos petits-enfants. D'où que nous venons, nous sommes les compatriotes de Descartes, nous sommes les compatriotes de Chateaubriand, nous sommes les compatriotes de Pascal. Nous devons arrêter de chercher nos crimes partout. Abandonnons le ressentiment des petits contre les géants. Mettons-nous sur les épaules de ces grands hommes qui ont fait la France, et nous irons plus loin grâce à eux. Si nous reprenons le fil de notre histoire, alors nous pourrons nous réjouir. La politique, pour moi, c'est cela. C'est d'abord cela. Continuer l'histoire de France. Non, les Français n'ont pas dit leur dernier mot. La France n'a pas dit son dernier mot. Je vous remercie.